L'aide sociale divise le monde en deux, les aptes et les inaptes au travail. Le hic, c'est que 90% des gens, personnes considérées capables de travailler ne le sont pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Solidarité sociale qui le disait déjà en 2007. Il y a des inaptitudes qui sont plus difficiles à voir que d'autres, hein? Wow! Dans ces cas-là, le ministère est inapte à évaluer les inaptitudes. T'as catch-tu? Donc ça, des fois, on regarde les jeunes, on va dire, bon, ils ont 18 ans, ils sortent des centres de jeunesse, ils sont prêts à aller travailler. Mais des fois, il y a des apprentissages auxquels ils n'ont pas encore été exposés. Donc, c'est vraiment... c'est ça, donc, moi, ce qu'on se demande, c'est quand ils sont jugés aptes au travail, oui, ils le sont, mais ils n'ont pas encore de bagage, ils n'ont pas encore d'expérience au niveau du travail. Donc, on leur demande déjà d'être des personnes efficaces, performantes, qui savent bien se présenter, qui ont confiance en soi. Donc, des fois, oui, tu es apte, tu n'as pas de problème ou de diagnostic pour avoir une contrainte à l'emploi. Par contre, quand tu n'as jamais pu pratiquer ou avoir un père qui te dit comment prendre une poignée de main ou avoir un coaching, ben c'est sûr que devant un employeur, ça peut être assez intimidant pour un jeune d'arriver puis de se vendre, alors que lui-même n'est pas sûr de est-ce que je suis employable puis est-ce que je vais être accepté dans un milieu de travail. Okay, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Hein, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu reçois le chèque ou soit tu travailles. Exact. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'avais pas la possibilité comme d'avoir un retour progressif au travail. Nadia, as-tu rencontré des cas où le retour au travail nuisait à la santé de la personne? En fait, je pense à deux choses en particulier. On a des personnes qui ont fait un programme d'employabilité qui n'était pas du tout adapté à leur situation, en fait, donc se sont reblessés au travail en voulant suivre le programme d'employabilité. Dans d'autres cas, c'est carrément le stigma qui est le moteur de la réinsertion au travail, c'est-à-dire que l'expérience de bénéficiaire est tellement dévalorisante et difficile et éprouvante pour les personnes, tellement difficile sur l'estime de soi aussi, qu'on va préférer un travail précaire, néfaste pour sa santé, tout sauf rester avec un statut de bénéficiaire. Je suis sur l'aide sociale depuis des années, mais je voudrais travailler, mais je ne peux pas. J'ai dans l'ambition j'aimerais vraiment travailler, j'ai des passions, j'ai des buts, puis j'aimerais travailler, mais je ne peux pas dû à des problèmes de santé. Okay. D'où les contraintes sévères à l'emploi. Okay. Mais en contrepartie, je m'implique beaucoup dans ma communauté. Je fais du bénévolat, je fais partie de plusieurs organismes. J'aide beaucoup les gens autour de moi. Donc, tu parlais de cette... je parlais en fait de la pression de devoir te trouver un emploi le plus vite possible. Ouais. Ça te pousse aussi à accepter n'importe quelle condition de travail. Exact. Je travaille dans un Tim Hortons à temps plein avec un salaire médiocre, puis je suis clairement pas payée pour ce que je vis au Tim Hortons. Puis est-ce que ton salaire à ta job te permet de sortir de la pauvreté? Non. Okay. J'ai 3 jobs et je suis encore sous le seuil de la pauvreté. En résumé, sur la capacité à travailler, on peut dire que le ministère n'arrive pas à bien évaluer qui est apte et qui est inapte. Cette distinction a plein d'effets pervers. 1. Des personnes aptes s'appauvrissent parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver une job. Ah ouais. 2. L'aide sociale ne t'aide pas à travailler parce que dès que tu fais plus de 200 $ dans un mois, tu es coupé. Toi, tu te trouves une job à temps plein ou bien tu vis avec ton petit chèque rikiki, il n'y a pas d'entre-deux. Tant qu'à ça, abolissons les catégories.